On se plonge aujourd'hui dans une question qui agite pas mal le monde de la course à pied et surtout du trail. C'est la grande question, est-ce que travailler son économie de course sur le plat, cette fameuse efficacité, ça sert encore à quelque chose quand on se retrouve face à un mur? C'est un peu le débat classique, non? Au départ d'une course, on voit un coureur avec un profil très routier et on se demande ce que ça va donner pour lui. Alors pour y voir plus clair, on a sous les yeux une série d'infographies qui sont vraiment très bien faites. Et elles ne sortent pas de nulle part, hein. Elles s'appuient sur une méta-analyse scientifique très sérieuse menée par Loïc Espéré et son équipe. Le nom de l'étude, c'est Correlations between the metabolic costs of level and graded running. Ce qui est vraiment solide, c'est qu'ils ont compilé les données de 23 études différentes. Au total, ça fait 392 coureurs. Donc, on a une base de données assez massive pour explorer ce lien entre la perf sur le plat et en pente. Tout à fait. L'objectif, c'est de décortiquer ce lien qui est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. L'étude, en fait, elle met en lumière un paradoxe que beaucoup de coureurs ont déjà vécu. On peut être une véritable fusée sur le plat, avoir une foulée magnifique, une économie de course exceptionnelle, et pourtant voir toutes ces qualités s'évaporer dès que la pente dépasse un certain seuil. On se met à piocher, on perd toute son efficacité. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce que ces données nous disent sur la manière de s'entraîner et d'évaluer les coureurs. Surtout ceux qui aiment le dénivelé, hein. Il a une forme de cloche inversée, une parabole. Sur l'axe vertical, on a ce qu'on appelle le coefficient de corrélation de Pearson, le fameux R, et sur l'axe horizontal, c'est le pourcentage de la pente. Ce graphique nous montre donc à quel point être économe sur le plat est lié au fait d'être économe en pente. Et logiquement, le sommet de la courbe est à 0% de pente avec un R qui est proche de 1. Bah oui, c'est logique. C'est normal. Être bon sur le plat est parfaitement corrélé avec être bon sur le plat. C'est le point de départ. Et il est important. Ce coefficient R, il va de -1 à +1. +1, c'est une corrélation positive parfaite. 0, c'est aucune corrélation. Et ce que le graphique nous apprend, et c'est vraiment le premier enseignement clé, c'est que sur des pentes modérées, disons entre -10% en descente et +10 en montée, la corrélation reste très forte. Le R est supérieur à 0,7. D'accord, mais concrètement, ce R supérieur à 0,7, ça veut dire quoi pour un coureur qui prépare un trail où les côtes sont pas des murs, mais plutôt des longues ascensions bien roulantes? Ça veut dire que son entraînement sur le plat porte ses fruits. S'il améliore son économie de course sur le plat, il y a de très fortes chances que cette amélioration se traduise directement par une meilleure performance sur ses pentes douces. Pour ce type de course, oui, un bon moteur développé sur route est un excellent prédicteur de la réussite. Les qualités sont transférables. D'accord, donc sur des pentes douces, tout va bien, le modèle tient la route, mais en continuant de suivre la courbe sur le graphique, j'ai l'impression qu'elle ne descend pas gentiment, elle s'effondre. Littéralement. Des deux côtés, d'ailleurs, en montée comme en descente. C'est ça, le vrai scoop de cette étude. C'est exactement ça. Il y a un point de rupture très net. La corrélation, elle ne s'affaiblit pas de manière linéaire, elle plonge. Et les sources identifient un seuil critique qui est vraiment l'info à retenir. Au-delà de plus ou moins 15% de pente, le lien se brise. Le coefficient R chute de manière spectaculaire. Ça veut dire que le fait d'être un coureur extrêmement efficace sur le plat ne nous dit quasiment plus rien sur sa capacité à être performant dans une montée très raide. C'est fou. Les deux performances deviennent statistiquement presque indépendantes. On parle presque de deux sports différents alors. Un peu comme si on demandait à un pilote de Formule 1, maître de l'asphalte, de performer dans une spéciale du rallye de Finlande. L'analogie est excellente. Les deux sont des pilotes d'exception, mais les compétences sont totalement différentes. C'est exactement l'idée. Au-delà de ce seuil de 15%, les qualités requises changent du tout au tout. Le modèle de performance n'est plus le même. Et c'est ce qui nous amène à un autre concept très visuel proposé dans les infographies. Celui de la pente charnière. Ah oui, cette infographie avec les trois zones sel, elle est excellente parce qu'elle parle directement à mon expérience de coureuse. On y voit très clairement cette segmentation. La première zone, de 0 à 5%, est appelée compétence spécifique route. Logique, c'est là que la corrélation avec le plat est maximale. La deuxième, c'est cette fameuse pente charnière à plus 10%, une zone entre deux. La corrélation est encore forte, mais on sent que ça commence à basculer. Et la troisième zone, à plus 15% et au-delà, c'est le domaine des compétences spécifiques trail. C'est là que la corrélation avec le plat devient faible, c'est le royaume des purs grimpeurs, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est de se demander pourquoi.
Pourquoi cette rupture si nette autour de 15%? La réponse, elle est dans la biomécanique et la physiologie. Courir sur le plat, c'est un mouvement très cyclique, où on cherche à maximiser le retour d'énergie élastique, principalement via les tendons, comme le tendon d'Achille, qui agit comme un ressort. On cherche à rebondir. On flotte, on a une foulée aérienne, on cherche à minimiser le temps de contact au sol. Exactement. Or, quand on attaque une pente à 20%, ce ressort, il ne sert plus à rien. Le retour d'énergie élastique devient quasi nul. On ne rebondit plus, on pousse. Le mouvement devient beaucoup plus musculaire, ce qu'on appelle concentrique. C'est de la force brute. Ah oui, on a l'impression de devoir arracher chaque pas du sol avec les quadriceps, les fessiers. Tout à fait. La posture change, le centre de gravité est projeté vers l'avant, les bras deviennent un outil de propulsion. C'est une compétence complètement différente. C'est la différence entre le coureur qui flotte et celui qui bûcheronne en montée, les mains sur les genoux. On a toutes et tous été l'un ou l'autre à un moment donné. Précisément, l'étude le quantifie. L'économie de course est spécifique à la tâche. L'économie en montée raide est une qualité qui doit être développée pour elle-même. Elle ne découle pas automatiquement d'un excellent moteur sur le plat. Pourtant, on entend toujours ce conseil, surtout pour les débutants en trail. Pour être bon en trail, il faut d'abord construire un gros moteur sur le plat, faire de la VMA sur piste. Cette étude remet complètement ça en question, non? Ou est-ce que je simplifie un peu trop? C'est une excellente question et ça permet de nuancer. L'étude ne dit pas que le travail sur le plat est inutile. D'accord. Au contraire, un coureur de trail a absolument besoin d'un beau moteur, d'une bonne VO2 max. Pensez aux portions de transition, aux faux plats, aux derniers kilomètres d'un ultra qui finit sur la route. Sur ces sections, un coureur efficace sur le plat fera une différence énorme. Ce que l'étude dit, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un transfert magique et automatique de ces qualités vers les pentes très raides. Penser que des séances de 30-30 sur piste vont vous transformer en un grimpeur d'exception, c'est une erreur. C'est une pièce du puzzle, mais pas tout le puzzle. D'accord. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais de comprendre que ce sont deux registres différents. Et qui doivent être travaillés séparément. Et ça doit avoir des conséquences énormes sur la façon de s'entraîner, de se tester, j'imagine. Absolument. Prenons les tests en laboratoire, par exemple. Ils sont souvent faits sur tapis roulant pour évaluer la VO2 max ou l'économie de course. Oui, et on voit souvent des protocoles de test sur des pentes de 8 ou 10%. D'après cette étude, si on teste un spécialiste de l'ultra-trail vertical uniquement à 10%, on passe à côté de l'essentiel alors. On obtient une information, mais une information partielle. Tester à 10%, c'est bien mieux que de tester uniquement sur le plat, on est d'accord. On se rapproche des contraintes du trail. Cependant, comme 10% est encore dans une zone de forte corrélation avec le plat, le test pourrait encore favoriser un coureur avec un profil routier et masquer ses faiblesses dans les pentes très raides. Du coup, les recommandations pratiques de l'étude sont très claires. Pour évaluer les compétences spécifiques au trail, les qualités de montagnard, il faut aller chercher les pentes de 15% ou plus. C'est là que la vérité se révèle. Exactement. Et pour l'entraînement, la conclusion est tout aussi directe. Une des diapositives le résume en une phrase toute simple. Faites les deux. C'est simple, mais c'est la conclusion la plus logique. La planification de l'entraînement doit intégrer ces deux dimensions. Il faut des séances pour développer l'économie de course générale sur le plat, qui serviront sur les portions roulantes, et il faut impérativement des séances très spécifiques sur des pentes raides, 15, 20, voire 25%, pour développer la force musculaire, la bonne biomécanique. Ça me fait penser à ces longs faux plats montants qu'on trouve sur certaines courses, ces routes interminables à 3 ou 4%. Là, d'après le modèle, on est clairement encore dans le domaine de la compétence route, n'est-ce pas? Exactement. Sur ce type de terrain, c'est la puissance et l'économie développées sur le plat qui vont primer. C'est le coureur qui a la meilleure cylindrée qui sera avantagé. En revanche, dès que la route se transforme en un sentier qui monte à 20%, les cartes sont rebattues. Un autre type de coureur, peut-être moins rapide sur le plat, mais avec plus de force, peut prendre le dessus. Ça explique peut-être pourquoi des marathoniens de classe mondiale, avec leur VO2 max stratosphérique, ne dominent pas systématiquement les montées les plus sèches sur une course comme Sierzinal. Ah oui, c'est un très bon exemple. Ils sont exceptionnels jusqu'à 10-12%, mais au-delà, ils peuvent se retrouver face à des spécialistes qui expriment d'autres qualités. Le message principal est donc bien celui de la spécialisation. Les compétences qui permettent de briller sur un marathon urbain ne sont pas les mêmes que celles qui feront la différence dans les Alpes. Ça peut paraître une évidence intuitive, mais le fait d'avoir une méta-analyse qui le quantifie, qui pose un seuil aussi clair autour de 15%, c'est un apport vraiment majeur pour les entraîneurs et les athlètes. Si on résume notre parcours, on est parti d'une question assez simple. Est-ce que mon travail sur le plat sert en montée? On a vu que la réponse est oui, mais
Oui, sur les pentes modérées, jusqu'à environ 10%, mais on a surtout identifié ce seuil critique de plus ou moins 15% qui agit comme un point de bascule. Au-delà, on change de monde, on entre dans le domaine des compétences spécifiques au trail. L'idée qu'un excellent coureur sur route n'est pas automatiquement un excellent grimpeur est maintenant soutenue par des données chiffrées qui nous expliquent pourquoi. Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de biomécanique, de physiologie, qui sont fondamentalement distinctes. C'est une dernière question. Maintenant que l'étude nous montre ce point de rupture à 15%, que des compétences spécifiques prennent le dessus, la question qui me passionne, c'est qu'y a-t-il précisément dans cette boîte noire des compétences du grimpeur? Les données nous montrent le quoi, mais pas encore tout le comment. Quelles pourraient être ces compétences, justement? On peut émettre plusieurs hypothèses qui sont autant de pistes de recherche. Est-ce que c'est principalement une question de recrutement des fibres musculaires, avec une plus grande sollicitation des fibres lentes et puissantes? Est-ce que c'est lié à des facteurs biomécaniques, comme la rigidité de la cheville ou la capacité à utiliser la force du haut du corps? Ou bien, et c'est une piste fascinante, est-ce que des facteurs psychologiques jouent un rôle prépondérant? Je pense à la tolérance à une douleur musculaire très localisée dans les cuisses, par exemple, ou à la capacité de gérer un effort perçu comme maximal alors que le cœur n'est pas forcément au plus haut. Ces données nous ouvrent la porte vers une exploration encore plus fine de ce qui fait un bon montagnard, bien au-delà de la seule VO2 max. Et ça, c'est un champ d'études passionnant pour les années à venir.